Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. C'est vrai que sa lourdeur à lui me gêne, plus que celle de mes autres collègues. Il se change dans l'open space, devant moi. La seule manière de l'arrêter, que moi je trouve, c'est moi de sortir. Le moment où vraiment je prends conscience que c'est pas normal, qu'il s'est passé quelque chose et que je suis vraiment pas bien vis-à-vis de ça, c'est le jour où il saccage mon bureau. J'ai sombré dans une dépression assez profonde. J'ai dû arrêter de travailler pendant 1 an pour pouvoir renaître, peut-être revivre, pour pouvoir me soigner, tout simplement. Moi, je l'ai dit très fort, stop et non. Mais c'est vain. Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 13. Comment se préparer à une procédure contre son employeur. Lorsqu'on subit des violences sexuelles au travail, ça ne relève pas seulement de la responsabilité individuelle de l'agresseur. L'employeur est lui aussi responsable, comme on l'a vu dans l'épisode 7. S'il n'a pas fait suffisamment de prévention, s'il n'a pas réagi ou pas dans les meilleurs délais, s'il a continué d'exposer là où les victimes au danger, ou encore s'il n'a pas sanctionné l'agresseur, en fait, s'il a manqué à ses obligations, on peut engager sa responsabilité. Les procédures judiciaires sont souvent longues, parfois coûteuses et toujours éprouvantes. C'est à chacune de juger si cela vaut la peine de se lancer, si on en a la force, et aucun choix n'est moins valable qu'un autre. Dans cet épisode, nous parlerons de la saisine des prud'hommes pour les travailleuses du privé et de celle du tribunal administratif pour les travailleuses du public. Voici quelques conseils utiles pour savoir ce qui vous attend dans de telles procédures. À la VFT, nous travaillons avec les victimes pour évaluer avec elles au mieux si elles se sentent à l'aise avec ces démarches. Je m'appelle Sabrina, j'ai 36 ans, je suis hôtesse de l'air. J'ai été victime, il y a quelques années, d'une agression sexuelle de la part d'un commandant de bord. J'ai engagé une démarche pas à centaines. J'ai d'abord attaqué la personne au pénal. Une fois que ça a été lancé, j'ai pu constater que mon employeur était assez insensible et inactif. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'engager une démarche au prud'homme. Par contre, il a fallu quand même que je puisse me renseigner pour avoir la motivation et être rassurée pour aller jusqu'au bout. Et quand je me suis renseignée, j'avoue que ça m'a plutôt pas rassurée parce que ça semblait compliqué. Les délais étaient relativement longs de base. Avec le Covid, ce délai s'est vu rallongé. Donc, c'est une attente interminable. Et au final, je me suis renseignée davantage auprès de syndicats, de conseillers juridiques, etc. Et malgré la difficulté apparente liée à cette procédure, je me suis dit que le besoin de justice et de reconnaissance était bien plus important que la peur de se lancer dans tout ça. Dès le début de son contrat de travail, Madame G subit du harcèlement moral et sexuel dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Cela va durer 2 ans. Au début du mouvement MeToo, elle dénonce, et après un arrêt de travail, elle est licenciée pour inaptitude. Je voulais remettre les choses à leur juste place. Et donc, j'ai décidé en fait d'attaquer la société pour laquelle je travaillais. Et au début, en fait, tout simplement, je ne savais pas comment faire. Et puis en fait, c'est au fil des rencontres que j'ai fait à cette période-là que finalement, j'ai réussi en fait à contacter les bonnes personnes. En fait, quand j'ai senti que je n'avais pas le soutien de mon employeur, intuition certainement, j'ai commencé à garder des preuves de leur inaction et j'ai commencé à faire une petite chronologie des événements avec tous les documents justificatifs qui pouvaient être reliés à cette chronologie et j'ai gardé ça dans mon ordinateur. Moi, un premier conseil déjà que je pourrais donner à une femme, c'est de récolter le plus de pièces possible avant qu'elle ne puisse plus accéder à ces pièces.
Déjà, moi, ça m'a permis en fait de prendre conscience de ce qui s'était passé. Au début, ce que je ressens, c'est une colère. Je décide de saisir le Conseil des prud'hommes. Et donc là, quand on saisit le Conseil des prud'hommes, en fait, il faut produire ce qu'on appelle des conclusions. Je ne voulais pas tout déléguer à mon avocate. C'est comme une collaboration, en fait, que ce soit notre projet. Et en fait, je pense que toute la procédure, moi en tout cas, m'a permis de faire un chemin difficile, mais salvateur. Saisir le Conseil des prud'hommes, c'est une course contre la montre. Si vous avez été victime de violences sexuelles ou de harcèlement moral, vous avez 5 ans pour attaquer un employeur qui n'a pas respecté vos droits et ses obligations. Mais si vous voulez contester la manière dont votre contrat a été rompu, par exemple, vous n'avez qu'1 an. Le mieux est donc de saisir le Conseil le plus tôt possible pour éviter un chevauchement des délais. Si vous êtes agente de la fonction publique et que vous souhaitez contester une décision qui a été prise à votre encontre, par exemple le refus d'octroi de la protection fonctionnelle ou la décision de votre administration de vous muter, vous avez 2 mois pour le faire. Plusieurs étapes de procédure s'ouvrent alors. Comme un escalier, chaque marche est un recours et vous pouvez en sauter certaines. D'abord, vous pouvez faire un recours gracieux. Demandez à votre administration qu'elle revoie sa copie. Si elle refuse, allez chercher un cran plus haut. Sollicitez l'administration qui est supérieure hiérarchiquement à la vôtre pour qu'elle revoie cette décision. Si elle aussi vous oppose un refus, explicite ou implicite, vous pouvez saisir le tribunal administratif. C'est ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir et cette fois, ce sont les juges qui vont examiner cette décision. Que vous soyez dans le privé ou la fonction publique, les procédures se déroulent toujours de la même façon et parfois, c'est déroutant pour les victimes. Mais vous allez comprendre. En dehors de la contestation d'une décision prise à votre encontre, vous pouvez saisir le tribunal administratif pour faire reconnaître les violences dont vous avez été victime. Vous avez 4 ans après la date des derniers faits de violences sexuelles subis au travail pour le saisir. Vous devez d'abord envoyer à l'administration ce qu'on appelle dans le jargon un RAPO. Un RAPO, c'est un recours préalable obligatoire. Dans ce recours, vous demandez une reconnaissance et une indemnisation des préjudices que vous avez subis. L'administration refusera, évidemment. Comment ça, évidemment ? Oui, évidemment, car c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est ce refus que les victimes peuvent attaquer devant le tribunal administratif et saisir le tribunal de ce qu'on appelle un recours en plein contentieux. Dès que le tribunal est saisi, il y a des échanges de conclusions, c'est-à-dire plusieurs pages d'argumentaire juridique avec des pièces. Puis une audience sera fixée devant 3 juges administratifs. Si le tribunal rejette vos demandes, quel que soit le recours, vous pourrez faire appel de cette décision devant la cour administrative d'appel. Pour le privé, les étapes sont un peu différentes, mais le vécu reste le même. La saisine du Conseil des prud'hommes se fait. Nous, on a saisi, je crois, début 2019. Et là, en fait, on attend. On attend qu'une date de bureau de conciliation et d'orientation en fait, soit fixée. En novembre, je crois, 2019. La date du jugement a été définie, près de 2 ans plus tard. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que je n'avais jamais assisté à un bureau de jugement. Et donc ce bureau de jugement se passe et puis après, faut attendre 2-3 mois pour que le délibéré tombe. Et en fait, avant l'audience, il y a déjà en fait la VFT qui est présente. Il y a mon avocate aussi qui est là. Donc ça, c'est clair que ça fait du bien d'avoir du soutien. Et après, ce qui se passe, c'est que on arrive en fait dans une grande salle où finalement il y a peu de monde. J'étais quand même dans un état d'esprit où je m'étais préparée. Et donc du coup, la partie adverse, en fait, c'est le moment de la plaidoirie. Mon avocate plaide et la VFT plaide. Et il y a un temps d'échange, en fait, où du coup, les conseillers prud'homaux me posent et posent aux dirigeants de la société, en fait, des questions. Et donc, du coup, ça s'est bien passé. J'étais nettement moins impressionnée en vrai que ce qu'on pourrait l'imaginer quand on ne connaît pas. Ce qui a été difficile pour moi lors de l'audience des prud'hommes, c'est que l'avocat de l'entreprise, lorsqu'il a argumenté en faveur de mon entreprise, il a dit des choses qui n'étaient pas vraies à mon sujet. J'ai l'impression qu'il ne savait pas de quoi il parlait. C'est une épreuve parce qu'il y a ce moment où nous, on peut parler, mais il y a aussi le moment où il faut le laisser parler du début jusqu'à la fin sans intervenir et où on doit faire face à beaucoup de mensonges, des choses sur lesquelles on ne peut pas se défendre tout de suite, en fait. C'est pas un moment qui est confortable. Finalement, dans l'entourage,
Peut-être que les gens n'osent pas nous en parler, mais du coup, on nous parle pas beaucoup. J'en parle notamment avec mon conjoint qui était présent, ça fait du bien d'en parler. Après, j'étais enceinte de mon premier enfant et je pense qu'à cette période-là, je me disais il faut absolument que je préserve de tout ça. Donc on nous a annoncé une date potentielle de délibéré. Je dis potentielle parce qu'au final, elle a été allongée d'1 mois. Ça a été très dur parce que l'attente est difficile dans tous les cas à vivre, parce qu'on a aussi envie d'en finir avec une histoire qui nous porte préjudice dans notre vie privée, parce que ça a une répercussion, ça crée du stress quotidien jusqu'au délibéré. Et puis lorsque le délibéré est enfin arrivé, mon avocate m'a appelée. Dès qu'elle m'a saluée, j'ai compris que c'était positif pour nous. Le délibéré, je l'ai eu en fait par email. Je sais pas en fait si c'est une bonne décision ou pas, parce qu'en fait moi dans mon dossier il y avait plusieurs volets. Il y a un volet en fait qui n'a pas été reconnu par rapport aux dommages et intérêts demandés par mon avocate. Tout n'a pas été octroyé. Et là, je me dis, mais non, mais attends, quand même, en fait, il y a ce qui était devenu comme viscéral a été reconnu. Et en fait, c'était ça qui était important. Au prud'homme, l'entreprise a été reconnue coupable. C'était une grande victoire, la victoire principale. Après l'indemnisation du préjudice, les sommes étaient totalement dérisoires. Les frais d'avocat n'ont pas été totalement remboursés, ce qui est un peu étrange quand on fait le parallèle avec le procès pénal de la personne. Mais le plus important était quand même la reconnaissance de la culpabilité de l'employeur. Les procédures devant les juridictions du travail sont de vrais parcours de la combattante. Salvateur pour certaines, mais potentiellement destructeur pour d'autres. L'aléa judiciaire reste élevé. La justice est sous-dotée à tous les niveaux et les employeurs utilisent tous les moyens possibles pour échapper à leurs responsabilités. Nous ne répéterons jamais assez que le meilleur bouclier est alors la solidarité. C'est dur, c'est violent. Ouais, on est confronté en fait à purement que de l'écrit. On est souvent seul en train de lire des pages. Et donc, moi, on m'avait préparé en fait à ce que les délais soient longs. Mais tout ce chemin fait que finalement, on a aussi le temps, nous, de se reconstruire et d'avancer. Un des meilleurs outils dans ces périodes-là, c'est d'arriver à s'entourer des personnes en fait qui peuvent comprendre. Mais je pense que quand on n'a pas été confronté à ça, parfois c'est difficile de se mettre à la place de l'autre. Déjà, je ne regrette pas. Même si à l'époque, ça a été très difficile, d'autant plus quand on compte rester dans l'entreprise parce qu'on aime bien son travail. J'ai été entourée par ma famille, par la VFT, par mon avocate, par mes amis. Vraiment, mon entourage a été présent et ça m'a boosté malgré l'impact que ça a pu avoir sur mon moral. Donc le bilan, c'est vraiment, ça m'a pris beaucoup d'énergie, de l'argent, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup d'attentes. Mais j'en fais un bilan plutôt positif parce que ce que j'attendais le plus que tout, la reconnaissance et la justice, au final, je considère l'avoir eu. Dans le prochain épisode, nous ferons un tour d'horizon des moyens utilisés par les agresseurs et parfois par les employeurs pour faire taire les femmes. Dénonciation calomnieuse et diffamation, on verra ce que ça recouvre, mais surtout comment s'en défendre et dénoncer les violences masculines. Merci de votre écoute.